Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'Euromaïdan, le mouvement social ukrainien de l'hiver 2013-2014, un mouvement particulièrement remarquable par certaines de ses spécificités. D'abord, il s'agit du seul mouvement de protestation en Europe ces dernières années à avoir entraîné la chute d'un gouvernement. Et ensuite, Euromaïdan aura été un mouvement populaire et auto-organisé qui aura réussi à mobiliser des citoyens et à faire vivre des structures de lutte pendant 3 mois. Un exemple donc pour tous les contestataires en herbe. Aussi, dans cette vidéo, on verra Maïdan un peu sous tous ses aspects. Le déroulement du conflit en lui-même, bien sûr, mais aussi sa sociologie et quelques aspects organisationnels. Mais tout d'abord, pour bien comprendre la situation fin 2013, faisons un petit point sur l'histoire récente du pays. Avant la période soviétique, le pays n'a jamais été unifié, le territoire étant éclaté entre dominations polonaises, autrichiennes et russes, donnant deux cultures, l'une tournée vers l'est et l'autre vers l'ouest. Des mouvements nationalistes apparaissent dès les années 1910 et dans les années 40, espérant s'affranchir de la tutelle soviétique, ces nationalistes, dirigés par Stepan Bandera, s'allieront aux nazis et leur serviront de supplétifs, contribuant à faire de celui-ci une figure controversée. Lors de l'effondrement du bloc soviétique, le pays connaît une contestation étudiante demandant la liberté politique et économique, appelée Révolution sur le granit, consistant en une occupation de la place de la Révolution d'octobre, appelée ensuite Place Maïdan, place de l'indépendance. Dans les années 90, le pays connaît une libéralisation politique et économique chaotique, générant une classe sociale monopolisant à la fois le pouvoir économique et politique, les oligarques. En 2004, la présidentielle oppose deux d'entre eux, Viktor Yanukovych, vice-premier ministre, pro-russe, et Viktor Youtchenko, ancien premier ministre, pro-européen. Lors de la campagne, Youtchenko est victime d'une maladie inconnue, lui laissant de fortes séquelles au visage, plusieurs experts indépendants concluant à une tentative d'empoisonnement à la dioxine. Il faut dire qu'il est tombé malade après un repas pris avec le dirigeant des services secrets ukrainiens, ce qui attise les suspicions. Yanukovych remporte la présidentielle sur des soupçons de fraude et d'appui de la Russie, et Youtchenko organise des manifestations, notamment sur la très symbolique Place Maïdan, qui déboucheront sur la révolution orange, à savoir un second nouveau tour qu'il remportera. Youtchenko élu, il fait modifier la constitution pour passer d'un régime présidentiel fort à un régime plus parlementaire. La Russie, elle, ne comptant pas laisser l'Ukraine lui échapper, utilise alors l'approvisionnement en gaz du pays comme moyen de déstabilisation, forçant la première ministre, Yulia Tymoshenko, à signer un accord sur le prix du gaz défavorable à son pays. Je vous passe pas mal de péripéties et on arrive à 2010 où Yanukovych réussit à remporter la présidentielle face à Tymoshenko. Une fois au pouvoir, Yanukovych fait ouvrir une enquête contre Tymoshenko au prétexte qu'elle a signé un accord sur le gaz défavorable au pays, accord, rappelons-le, signé sous la contrainte. Après un procès politique et dénoncé comme tel à l'international, elle écope de 7 années de prison. Yanukovych revient aussi à la constitution hantée 2004 avec un pouvoir présidentiel fort et tente de verrouiller le système électoral à son profit. Pour briser la dynamique de l'opposition, il fait voter une loi interdisant les coalitions aux législatives, interdit les candidatures indépendantes hors parti et utilise massivement les médias publics au profit de son parti, le Parti des régions. Fin 2013, au moment où commence notre histoire, l'Ukraine est donc une jeune démocratie qui se délite. Maintenant, venons-en à Euromaïdan. À la fin du mois de novembre de cette année-là, le gouvernement Yanukovych est en train de boucler un accord de rapprochement économique avec l'Union européenne. Cet accord suscitait l'espoir d'une partie de la population qui y voyait un moyen de profiter d'améliorations économiques, mais qui croyait aussi que cela entraînerait un rapprochement avec les standards européens en termes de démocratie et de justice. Clairement, cet accord de libre-échange cristallisait des espoirs un peu fous, bien au-delà de son simple contenu. Mais le 21 novembre, 4 jours avant la signature, le gouvernement annonce à la surprise générale qu'il ne signera pas l'accord. Des manifestations ont lieu le soir même contre cette décision dans plusieurs grandes villes, dont Kiev, où le rassemblement se fait place Maïdan. Le terme Euromaïdan apparaît dès le premier jour pour nommer le mouvement. Le lendemain, les étudiants se mobilisent et vont constituer l'épine dorsale de la contestation dans ce premier temps. Le mouvement cristallise réellement le 24 novembre, quand des citoyens de province débarquent à Kiev pour une manifestation pro-Union européenne prévue de longue date. À ce moment-là, deux pôles physiques existent. Un camp citoyen occupant la place Maïdan et un autre sur une autre place constituée des organisations politiques. Les deux se rassemblent le 26 novembre sur la place Maïdan, les politiques acceptant de ne pas s'imposer tout en apportant de la logistique comme la grande scène centrale. D'ailleurs, il est temps de faire un point sur les forces politiques en présence. Face au Parti des régions de Yanukovych, vous avez 3 partis principaux. L'Alliance démocratique pour la réforme de Vitali Klitschko, un ancien champion de boxe, La Patrie, le parti de Yulia Tymoshenko, dirigé à ce moment-là par Arseny Yatsenyuk, tous deux étant des partis de centre-droit libéraux conservateurs pro-européens, et Svoboda, le parti d'extrême droite déradicalisé, mais au passé sulfureux, et se référant à Stepan Bandera, dirigé par Oleg Tiagnybok.
À côté de ces grandes formations, vous avez aussi des groupuscules ultranationalistes, ayant parfois des références néo-nazis, et dont certains vieux militants ont combattu aux côtés des indépendantistes tchétchènes contre les Russes dans les années 90. Une partie de ces groupuscules se réunira sous une bannière commune, dont on entendra beaucoup parler, Pravi Sector, secteur droit, dirigé par Dmitro Yarosh. Et au passage, petite précision, les drapeaux rouges et noirs qu'on a pu voir sont des drapeaux nationalistes et non anarchistes, ces couleurs symbolisant le sang et le sol. Pour la gauche, très faible, la situation a été très compliquée dans un pays où elle est facilement associée au passé soviétique. Une partie est issue de la tradition stalinienne, pro-russe, cette gauche-là a combattu Maïdan. Le Parti communiste, par exemple, est allié au gouvernement Yanukovych. La nouvelle gauche, elle, issue de l'ère post-soviétique, les anarchistes, les communistes non staliniens, les féministes, etc., a été assez divisée, les revendications de Maïdan ne rentrant pas dans sa grille de lecture habituelle, et quand elle tenta de participer au mouvement, les militants durent le faire en individuel, car sur la place, les tentatives d'implantation de tentes de gauche ont été empêchées par Svoboda et Pravi Sector. En province, elle a parfois eu un peu plus de chance qu'à Kiev, et a pu participer aux mobilisations, mais globalement, la gauche est passée à côté du mouvement. Voilà pour les politiques, mais le mouvement de Maïdan a surtout été un mouvement citoyen. Plusieurs études sont venues le confirmer et permettent de comprendre quels profils se sont mobilisés. La grande majorité des participants n'avaient pas d'appartenance, qu'elle soit politique, syndicale ou associative. Au niveau de la langue, on retrouve à peu près les mêmes proportions d'ukrainophones et de russophones que dans la population, même si la proportion d'ukrainophones se renforce avec le temps. Et au niveau social, on a surtout des citadins, souvent jeunes, et une forte surreprésentation des classes instruites et des chefs d'entreprise. Le clivage entre pro et anti-Maïdan ne s'est donc pas fait sur des bases ethno-culturelles, mais plutôt sociales. Globalement, Euromaïdan aura été un mouvement des classes moyennes urbaines qui ne se voyait pas d'avenir sous Yanukovych. D'ailleurs, ici, on ne parlera que de ce qui s'est passé sur la place Maïdan à Kiev. Mais des rassemblements avec occupation de place ont eu lieu ailleurs dans le pays. Surtout à l'ouest, où 80% de la population soutenait la contestation, et très peu à l'est, où seulement 8% des citoyens approuvaient ce qui se passait à Maïdan. Mais au final, ce qui s'est passé sur la place Maïdan à Kiev elle-même ne représente qu'un tiers de la mobilisation nationale. Et maintenant, revenons à notre histoire. Après la phase initiale du 21 au 26 novembre, le soufflet retombe un peu les jours suivants, nombre de militants rentrant en province après la manifestation pro-Union européenne du 26 novembre. Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, les quelques centaines de contestataires restant mobilisés sur la place, surtout des étudiants, sont violemment expulsés par les Berkouts, la police anti-émeute, au prétexte qu'il faut installer l'arbre de Noël sur la place. Cet arbre ne sera d'ailleurs jamais achevé et l'échafaudage servira à construire la tour de drapeau, devenue l'un des symboles du mouvement. La répression contre les étudiants a alors un effet mai 68, la violence contre les jeunes remobilise, radicalise et massifie le mouvement. Le 1er décembre, 1,5 million de personnes manifestent à Kiev et les revendications évoluent. On passe d'une demande de signature de l'accord avec l'Union européenne à une demande de démission du gouvernement Yanukovych. Phénomène nouveau, des petits groupes d'autodéfense avec des équipements de fortune font leur apparition pour protéger le camp contre les Berkouts. La mobilisation continue les jours suivants et le 11 décembre, la place Maïdan est de nouveau attaquée par la police et suite à cet épisode, des barricades vont être érigées autour du camp qui va prendre des allures de forteresse. Ce camp va être au cœur de la contestation. D'abord d'un point de vue purement politique. La grande scène centrale permet à tout à chacun de venir s'exprimer, c'est également là qu'ont lieu les concerts et les meetings, et puis l'occupation de la place permet l'engagement des citoyens. Si certains sont chômeurs, d'autres ont carrément laissé tomber leur job ou leurs études pour s'y consacrer à plein temps. La plupart des militants viennent de la province et dorment souvent dans des tentes sur la place, regroupées par ville d'origine. Les Kievois, eux, viennent lors des grands rassemblements du week-end ou après le travail, les grands rassemblements dominicaux pouvant réunir jusqu'à 100 000 personnes. La vie quotidienne s'organise de façon autogérée et auto-organisée et une kyrielle de groupes se crée pour prendre en charge la logistique. Certains sont de micro-groupes affinitaires qui se créent au gré des rencontres sur la place, par exemple les stands de ravitaillement où on prépare et propose de tout, sandwich, café ou encore soupe, à l'image d'Euroborch, un groupe qui prépare du bortsch, une soupe slave pour plusieurs centaines de personnes tous les jours. Certains groupes sont plus conséquents, comme le service médical, regroupant des dizaines de personnes ayant souvent une expérience dans le domaine. Ce groupe, avec d'autres, occupe la maison des syndicats qui donne sur la place Maïdan, s'en servant comme QG et hôpital de campagne, mais disposant aussi de plusieurs autres lieux occupés reconvertis en dispensaires. On peut aussi signaler un groupe d'automobilistes appelé Automaïdan qui aide à la logistique, au transport des manifestants, mais sert aussi à des actions spécifiques en voiture, comme le blocage de véhicules de police ou les patrouilles autour du camp. Automaïdan lutte aussi contre la corruption en faisant des rassemblements devant les domiciles des politiciens corrompus. Parmi tous ces groupes, on peut aussi citer Euromaïdan SOS qui fournit de l'aide juridique aux personnes arrêtées.
D'un point de vue de la structuration politique, tous ces groupes s'occupant de la vie routinière du camp, demandant ou non des compétences spécifiques, et aussi petits soient-ils, sont importants. Ils permettent à chacun, à travers des routines militantes, de s'impliquer, de se sentir partie prenante du mouvement, et en fin de compte, permettent de souder les participants autour d'une identité et d'expériences communes. Et puis, à côté de tout cet aspect logistique, il y a un autre point indissociable de Maïdan, c'est la question des groupes d'autodéfense. Créés dès les premiers jours de la mobilisation, ils sont unifiés après l'assaut policier du 11 décembre et coordonnés par un député de Svoboda. Ces groupes vont de 80 à 300 personnes et vont jouer un rôle de plus en plus important au fil du temps, la situation devenant de plus en plus violente. Cette question de l'autodéfense va permettre aux groupes d'ultra-droite épars de s'unifier sous la bannière de secteur droit qui, ensuite, de groupe d'autodéfense, se transformera en parti politique. D'ailleurs, petite parenthèse pour évacuer le sujet, secteur droit a servi de repoussoir aux pro-russes et pro-Yanukovych pour dénoncer le fascisme dont serait porteur Euromaïdan. Il faut être clair, c'est un groupuscule qui a joué un rôle important mais non décisif pendant la période violente, mais qui n'a aucune influence politique. Quand on regarde les parades qu'ils s'amusaient à faire, les phalanges de secteur droit, c'est 200 à 300 personnes, guère plus, sur les 4000 membres des groupes d'autodéfense au plus fort des affrontements. Dmitro Yarosh, le chef du groupe, a été candidat au présidentiel suite à Euromaïdan en mai 2014 et a récolté 0,7% des voix. Maïdan est une révolution citoyenne, et tout le reste, c'est de la propagande russe et du journalisme à sensation. Bref, à partir du 11 décembre, la situation va se bloquer au niveau institutionnel, le gouvernement jouant le pourrissement. Pendant un mois, la place va vivre à son rythme, toute l'infrastructure auto-organisée permettant de faire vivre les 5000 à 20 000 personnes qui y résident en permanence selon les moments. D'ailleurs, quelques mots sur l'origine de ce fonctionnement. On l'a vu, les protestataires sont plutôt des classes moyennes de centre droit et ne peuvent donc pas se raccrocher à une tradition de lutte de gauche pour construire leurs pratiques, comme c'est souvent le cas dans les mouvements sociaux. Pourtant, ce fonctionnement démocratique et auto-organisé ne tombe pas du ciel. Les militants de Maïdan puisent leurs références, leur imaginaire dans l'histoire du pays. L'Ukraine est le lieu de naissance des Cosaques, un peuple de guerriers réputé pour leur esprit de liberté. Ce passé inspire fortement les protestataires. Ainsi, les unités d'autodéfense sont appelées Sotnia, c'est-à-dire centuries, en référence au nom des régiments cosaques. Également, des sociologues ukrainiens disent que Maïdan passe progressivement d'un camp à une sitch. Ce terme désigne les campements fortifiés cosaques, sièges militaires mais aussi politiques, où s'exprimait la démocratie directe. Les meetings du dimanche, eux, où l'on écoute les leaders, mais où on prend aussi part au vote pour décider de la suite du mouvement, sont appelés vetché, terme renvoyant aux assemblées populaires médiévales des pays slaves. On ne le dira jamais assez, mais avoir un imaginaire dans lequel puiser des références et des pratiques est fondamental pour faire vivre une lutte. Bref, un statu quo va s'établir pendant de longues semaines, Maïdan vivant à son rythme, et le gouvernement ne lâchant rien aux contestataires. La situation va finir par se débloquer à la mi-janvier 2014, soit 6 semaines après le début du conflit. N'arrivant pas à éteindre la contestation, le gouvernement fait adopter le 16 janvier une série de lois répressives, surnommées lois dictatoriales, clairement antidémocratiques, interdisant les rassemblements publics et manifestations. Le Parti communiste apporte sa pierre à l'édifice en proposant que la dégradation de monuments liés à la période communiste soit condamnée. Au final, ce sont toutes les activités et types de mobilisation liés à Maïdan qui sont criminalisés par ces lois et plusieurs dizaines de personnes arrêtées risquent ainsi jusqu'à 15 ans de prison pour troubles à l'ordre public. Tout cela ne fait que renforcer la mobilisation, mais lui donne aussi un tour plus radical. Un point de non-retour est franchi le dimanche 19 janvier. Après le classique meeting dominical, réunissant tout de même 100 000 personnes et axé autour de la dénonciation des nouvelles lois, sur une idée d'un dirigeant d'Automaïdan, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se dirigent vers le Parlement, situé à proximité de là, mais sont arrêtés par les berkoutes à quelques encablures du bâtiment, rue Rouchevski. Le face-à-face dégénère en affrontement général. Des cars de police sont incendiés et serviront de frontière entre les deux camps, et les affrontements resteront sporadiques dans la zone jusqu'au 22, date à laquelle les berkoutes donnent l'assaut, faisant 3 morts dont 2 par balle. Plusieurs profils participent à ces affrontements. Des hooligans, des militants de base d'Euromaïdan et les centuries d'autodéfense, parmi lesquels secteur droit se montre très actif ces jours-là. Dans cette période, la répression dérape. Les berkoutes utilisent des canons à eau alors qu'il fait un froid glacial, le pouvoir recrute des cogneurs, surnommés titouchki, pour agresser et tabasser les militants, voire pire. Des actions d'intimidation ont lieu contre les membres d'Automaïdan, des véhicules sont incendiés, mais surtout des militants sont enlevés et torturés, comme Dmitro Boulatov, le leader du groupe, qu'on ne retrouvera qu'une semaine après sa disparition. Également, le 21 janvier, 2 militants sont enlevés à l'hôpital. L'un d'eux sera retrouvé vivant le lendemain dans une forêt, l'autre, trop affaibli, est retrouvé mort de froid, et tous les deux présentaient des signes de torture.
Moins grave, mais fort symboliquement, Mikhailo Gavrilyuk, lui, un membre des groupes d'autodéfense, est forcé par les Berkouts de se déshabiller en public par moins 15 degrés. Ces événements du 19 au 22 janvier marquent un tournant. L'idée que seule la violence peut débloquer la situation commence alors à s'imposer dans l'esprit des contestataires. Signe que la protestation devient insurrectionnelle, Maïdan se militarise et des treillis apparaissent. Également, des bâtiments publics sont occupés à Kiev, mais aussi dans le reste de l'Ukraine. Dans cette période, les 3 chefs des partis de l'opposition perdent aussi de leur influence. Ainsi, voulant s'opposer à une action violente, Vitali Klitschko est aspergé à coups d'extincteur. Après 2 mois sans résultat concret, leur crédibilité, qui reposait sur leur capacité à faire remonter les revendications de Maïdan, est mise à mal. Et alors que la situation était bloquée depuis 2 mois, du 23 au 30 janvier, les choses évoluent extrêmement rapidement. Les chefs de l'opposition négocient une trêve, et des pourparlers sont entamés avec le pouvoir, bien que de façon assez chaotique. Ainsi, le 23 janvier, les leaders de l'opposition présentent aux protestataires rassemblés sur la place un plan négocié impliquant de libérer la rue Rouchevski et des administrations contre la libération de prisonniers. L'Assemblée, qui demande la fin de ce qu'elle considère être une dictature, refuse ces maigres concessions et les insultes fusent contre les négociateurs. Le pouvoir tente alors des manœuvres désespérées en proposant à Artsenyuk et Klitschko les postes de premier et vice-premier ministre, postes que les intéressés déclinent. Les 28 et 29, le gouvernement capitule enfin. Si Yanukovych reste en place, le Premier ministre, lui, démissionne, le Parlement abroge les lois dictatoriales et vote une loi amnistiant les militants emprisonnés qui prendra effet 15 jours après que les protestataires aient libéré les administrations publiques. Le geste trouve cette fois un écho parmi les pro-Maïdan et entraîne l'évacuation de la rue Rouchevski et de certaines administrations. Suite à cela, la situation se calme et une désescalade a lieu jusqu'au 18 février. Ce jour-là, le Parlement doit débattre du retour à la Constitution de 2004 et choisir un nouveau Premier ministre. 5000 manifestants se rendent devant le Parlement pour mettre la pression, mais là, les Berkouts, appuyés par des titouchkis, les attendent, et la manifestation tourne à l'affrontement, faisant plusieurs morts. Les protestataires se replient sur la place Maïdan, et dans la soirée, ils subissent l'assaut des Berkouts. Dans la bataille de nuit qui s'ensuit, à force d'usage de grenades et de cocktails Molotov, une partie du camp et de la maison des syndicats, qui sert toujours de QG aux protestataires, sont victimes d'incendie. Les affrontements du 18-19 font une vingtaine de morts et des centaines de blessés. Ces événements relancent la contestation dans toute l'Ukraine, et des bâtiments publics sont de nouveau occupés. Le 20, les violences reprennent et atteignent leur paroxysme, la place n'est plus qu'un immense champ de bataille à moitié brûlé, les affrontements sont massifs et particulièrement sanglants, les deux camps utilisant sporadiquement des armes à feu, et les snipers des forces spéciales étant particulièrement meurtriers. Plusieurs dizaines de personnes perdent la vie ce jour-là, et au total, sur 3 mois, plus d'une centaine de protestataires ont trouvé la mort et seront considérés comme de véritables martyrs, appelés centuries célestes. Ces événements signent la chute du régime et son abdication complète devant les revendications de Maïdan. Le 21 et le 22, les leaders de l'opposition signent un accord avec le gouvernement, incluant le retour à la Constitution de 2004, l'amnistie pour les prisonniers et un amendement grâce même Yulia Tymoshenko qui est libérée dans la foulée. Mais les protestataires veulent toujours la tête de Yanukovych, et le 21 au soir, lors de l'hommage aux morts, un jeune protestataire intervient sur la grande scène et exprime le sentiment général, menaçant de déloger le président par les armes s'il ne partait pas immédiatement. L'effet est radical, et le lendemain, Yanukovych fuit en Russie, laissant le pouvoir vacant. Les Ukrainiens investissent alors sa somptueuse propriété, découvrent son train de vie délirant, un nouveau président est élu en mai 2014, l'oligarque Petro Porochenko, resté en retrait jusque-là, mais ayant aidé financièrement le mouvement. Également, certains citoyens, rendus célèbres par leur engagement, accéderont par la suite à des postes politiques, comme Mikhailo Gavrilyuk, qui sera élu député, ou Dmytro Bulatov, qui sera ministre des Sports, exemple parmi d'autres. La suite, malheureusement, on la connaît. L'Est, qui soutenait majoritairement Yanukovych, fait sécession avec l'appui de la Russie, entraînant une guerre civile. Mais tout cela ne relève plus de notre histoire de Maïdan, histoire qui j'espère vous aura passionné comme elle m'avait passionné à l'époque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.